bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui, je suis accompagné de Fabien. Salut. Allez, Fabien, fais coucou à la caméra, Fabien. Allez, bon on va fêter ça. On va fêter ça. Voilà, avec la vidéo sponsorisée de l'année, un cacola, sans pierre pimpin, tout ça. Ouais, c'est en fait histoire de, parce qu'on est en région parisienne, ici, on les trouve plus. Voilà, et moi ça me manque un peu, c'est un peu ma drogue. Voilà, c'est ça. Voilà, bon, on n'est pas là pour parler d'une marque chocolatée où l'usine est située à peu près à... Ouais, sans déconner 5 km de ma maison dans le sud. Mais ça explique pourquoi on ne le trouve pas ici, c'est vraiment local en fait. Exactement, c'est ultra local, hein. Ça va jusqu'à Charente-Maritime, c'est pour ça que tu peux trouver. c'est ça, c'est ça. Mais c'est très Gironde, hein. Ouais, c'est... Voilà. J'en ai vu à Toulouse aussi. Ouais, moi ça m'étonne pas, voilà. On a essayé d'exporter le concept. Ouais, ça s'exporte un petit peu dans le secteur. Bon, on n'est pas là pour parler de... Oh non, on est là pour parler de l'Atari ST. On est là pour parler de l'Atari ST, voilà, donc qui est mon premier ordinateur. Alors c'est mon bébé, voilà, il est tout gentil. Oui, arrête de faire bip. Il est tout gentil, tout bien. Pour moi c'est la meilleure machine du monde, et puis si vous écrivez dans les commentaires qu'un IBM PC c'est mieux, vous avez tort, tout simplement. Mais d'ailleurs, oui, à l'époque, c'était quelle époque, juste pour... 85 jusqu'à 90, 92 je crois maximum. Clairement les IBM PC étaient pas du tout à la hauteur. Bah déjà si on voulait jouer, voilà, c'est ça. C'est soit un Amiga, soit un Atari ST. Et puis en termes d'interface, l'IBM PC à l'époque c'était juste vraiment complètement... Ouais, c'était beaucoup de mots de texte. Voilà. Alors déjà il y avait aussi l'arnaque des 80 colonnes et tout ça. Oui. Parce qu'on pouvait acheter des machines qui n'avaient même pas 80 colonnes de texte. Ah oui, absolument n'importe quoi. Non mais puis le matériel était très disparate et tout ça, c'était que des trucs différents, etc. Ce qui a vraiment lancé l'univers du PC, c'est quand IBM a fait, écoutez, on fait le PS2, et là on a des cartes qu'on peut changer, on a introduit des connecteurs qui sont devenus après des standards. Parce que le PS2 qu'on a sur nos machines, c'est tout sauf du standard au départ. Hein. C'est 100% IBM. Hein. Oui, 100% IBM. Mais voilà. le PS2, c'est aussi une interface à l'intérieur même des PC pour les cartes d'extension qui, elle, par contre, a jamais fonctionné. Oui. Je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, je sais pas si tu te souviens du nom. Non, enfin, en gros. Ils avaient tous en plus des extensions, enfin des trucs d'extension un peu spécifiques. Sur le Macintosh, il y avait, je sais plus comment ça s'appelait, Nubus ou un truc comme ça. Voilà, il y avait plein de trucs. Il y avait des trucs qui étaient complètement fous. Et donc, ce genre de port a disparu, mais en gros, ça a posé un petit peu les bases de Lisa avec le plug and play, etc. Enfin voilà. Ouais, enfin, plug and play. Oui, le plug and play. Ouais, parce qu'à l'époque, tu mettais une carte Lisa. Ah, quelle est l'adresse de la carte? Voilà, c'est ça. Ah merde, je suis en train de bouffer un autre IRQ là, c'est pas bon. C'est plus plug and configurate. Ouais, c'est ça, à l'époque c'était plug and configurate. Mais je crois que de nos jours c'est à peu près ça, parce qu'il y a des gadgets un peu. Des trucs un peu exotiques, ils disent plug and play mais c'est des conneries. Ouais, c'est quand même beaucoup plus plug and play que parce que au moins tu mets la carte et t'as pas besoin de trouver dans quel IRQ ça va et tout. Oui, le Southbridge. Oui, ce genre de truc. Qui est intégré maintenant au Northbridge, qui est bientôt intégré au processeur parce que... Non mais évolution. Et puis non mais le plus chiant c'était aussi les plages mémoire qui pouvaient se corrompre et tout. Oui, parce que quand t'écrivais et que tu lisais en même temps sur... Oui. Il y a collision, hein, comme on dit mon prof d'électrotech sur le réseau, et écoutez, il y a collision à ce moment-là. Et moi la collision je collais parce que j'ai fait du rugby. N'importe quoi. Ah mais c'est super bon, je te raconterai plus tard. Ah t'as été dans l'électrotechnique du sud. Oh putain oui, attends. Bon, on va quand même commencer. Donc on va terminer notre parenthèse sur l'IBM PC, sur le fait que c'était vraiment très compliqué à faire fonctionner à l'époque, parce que surtout quand on voulait de la RAM, etc., il fallait récupérer la RAM dans les plages mémoire non utilisées par les cartes non présentes, ce genre de trucs. Oui, il fallait bien allouer les trucs, et on pouvait même allouer des ressources à des cartes non présentes, si je me souviens bien. Ce qui est... C'était n'importe quoi. On pouvait aussi s'amuser à faire des scripts de démarrage différents suivant le fait qu'on utilise ou pas la carte son le jour où on allume ou pas. Oui, c'est ça. C'était n'importe quoi. Et il y avait aussi un autre truc, c'était le form factor, parce que là je vais le débrancher pour que vous puissiez voir. Mais le form factor d'une machine comme un IBM PC, c'est pas le form factor d'un Amiga 500 ou d'un Atari ST. C'était des très grosses machines. Voilà. Là on est sur un processeur Motorola, MC68000. Mais si vous voulez voir... Voilà, c'est tout petit quoi, ça prend pas de place. Alors ça va intéresser certaines personnes qui ont certainement jamais vu ça, mais clavier intégré à l'unité centrale, voilà. C'était standard à l'époque. Pour moi c'est ce qu'il y a de mieux, je veux dire. Les all-in-one qu'ils font avec l'écran, comme l'iMac, c'est pas que c'est pas bien, mais moi je préférerais avoir ma machine intégrée dans le clavier. Mais le truc c'est que maintenant on fait des claviers de merde. Alors celui-là est pas génial non plus, hein. C'est un clavier gomme. Il était noté comme étant l'un des moins bons à l'époque, mais par rapport au standard actuel, si je sors un truc comme celui-là par exemple,
Non, maintenant, voilà, maintenant faut mettre le prix. Là, je sors le cancer, hein, clavier oui, disco. le clavier disco. Voilà, bon, ben au niveau des touches, ben, ça a bien meilleur rendu, tu vois. Oui, d'ailleurs, en parlant de clavier, etc., maintenant on peut trouver des trucs avec switch mécanique, mais même les switch mécaniques, maintenant il y a carrément des contrefaçons, entre guillemets, c'est pas vraiment des contrefaçons parce que le truc est passé dans le domaine public, mais des switch mécaniques qui ont été copiés et qui durent pas longtemps, etc. Enfin bref, on arrive à faire vraiment de la merde, même dans toutes les gammes, dans les claviers. Oui, c'est pour ça qu'il vaut mieux, moi je dis, hein, personnellement c'est ma philosophie, il vaut mieux avoir un bon clavier à membrane qu'un mauvais mécanique. Oui, voilà, ou alors aller partir dans du bon mécanique, et les bons mécaniques sont pas forcément ceux qui sont pour gamers, etc. Bah, faut aller voir un modèle M. Cherry. Oui, ouais, un modèle ouais, M. Ouais. Alors moi j'ai un clavier à membrane de chez Cherry, en USB, j'avais payé ça 10 € sur Amazon, il est déstocké. C'est un super clavier. Ah oui, non, ils sont excellents. Et au niveau des claviers, justement, des modèles M, je sais pas, tu sais, il y a une société qui s'appelle Unicomp, qui te ressort des claviers et customisés, donc tu peux l'avoir en AZERTY et tout. Tu peux l'avoir sans les touches. Oui, en white blanket. C'est magnifique. Mais ça, j'ai vu ça quand je suis parti au Japon. Les clients achètent des claviers white blanket complètement blancs. Ouais, c'est-à-dire que il y a rien marqué sur aucune touche. En gros, si c'était un clavier noir, toutes les touches seraient noires. C'est ça. Ou pour un clavier blanc, toutes les touches seraient blanches, il n'y a pas de lettrage. Alors ça, c'est bien pour les gens qui savent taper. Ouais, voilà, exactement. Si tu connais pas, t'es là en train de te dire, mais quand tu changes de clavier, quand tu passes d'un clavier à l'autre, tu fais oh putain, j'ai oublié mes touches. Oui, c'est ça, c'est le syndrome. C'est l'horreur. Mais bon, voilà. les Unicomp, voilà, c'est eux qui font les claviers mécaniques de façon IBM toujours aujourd'hui. Et il y a des claviers à membrane excellents de chez IBM qui sont toujours fabriqués. Bah, ils sont rebrandés les nouveaux maintenant. Voilà, exactement. C'est toujours les mêmes. Et franchement, j'en ai trouvé dans les poubelles parce qu'ils sont jetés souvent dans les administrations et tout ça. Ils ont fait. Et c'est bien dommage. Ouais. Et quand on les sort, on se dit bah putain, le truc il est juste un peu sale. Tu nettoies avec des cotons-tiges et tout ça. Les lettres sont légèrement effacées. Et le truc marche nickel. Moi, sur ce genre de machine, je m'embêterais même pas, je le démonte complètement. Oui, tu le fous. J'enlève toutes les touches et je fous sous la douche, tu sais. Ouais, mais il était tellement peu sale, moi, que donc t'as juste à faire un petit peu. Oh, voilà. Ça va, c'est juste un travail de précision. Oui, mais c'était très rapide. J'ai juste passé un petit peu d'alcool à brûler sur les touches très légèrement et puis ça, voilà. Okay. Donc bref, en tout cas, on est là pour parler de l'Atari ST, il paraît, mais on a oublié. En tout cas, donc l'Atari ST, c'est vraiment une machine qui a marqué son temps avec l'Amiga. C'était plus ou moins le concurrent de l'époque. La guerre continue encore aujourd'hui. Ah oui, la guerre sur les forums, c'est comme Super Nintendo contre Genesis, enfin Mega Drive. Mega Drive, c'est une guerre sans merci qui continue encore. C'est très drôle. Beaucoup de forums et dans beaucoup d'endroits. Alors moi personnellement, je suis du clan Atari parce que. Moi personnellement, je m'en fous. Voilà, complètement. Toi, t'avais un IBM PC quand t'avais ton premier ordinateur. Voilà, alors que moi, j'ai eu ça, donc je suis né en 94. J'ai eu ça de 96 parce qu'à 2 ans, je tapais des programmes basiques quand même dessus. J'arrivais à connaître les touches et je faisais ça. Voilà, en fait, je ne savais pas lire, mais j'arrivais à recopier, c'était bizarre. Bah, tu reconnaissais les symboles. C'est ça, je reconnaissais les symboles, hein, c'est du mimétisme. Bah ouais, non, et donc, du coup, je me suis servi de cet ordinateur quotidiennement. Mon père aussi s'en est servi quotidiennement. Alors, mon père, quand il a acheté en 85, mais jusqu'en 2001, quand on a eu notre premier PC assemblé, avec un gros Athlon XP 2100+, et une GeForce 4 Ti 4200, ouais, donc t'es passé direct 700 mégas de RAM, Windows 98 parce qu'on voulait pas mettre Millennium. Ah, tu m'étonnes. Et on est passé de 98 SE directement à XP, et cette machine c'était de la bombe, ça faisait encore tourner. Le dernier gros jeu que j'ai fait tourner sur cette machine, c'était quand même Portal. Et puis, quoi, Portal? Ouais, Portal tourne sur un Athlon XP 2100+. Et une GeForce 4 Ti 4200, 64 mégas. Bien optimisé. Ah ouais, mais franchement, le moteur source il était parfait. Oui, en effet. Voilà. Donc, je vais vous faire une petite présentation générale de la machine. Alors, on va changer de caméra. Ouais, on va changer d'emplacement. Pour que vous puissiez voir un petit peu la bestiole. Et vous allez voir que c'était bien conçu, mis à part sur 2 points. Bah, 2 points assez essentiels. Et vous allez voir, vous allez vous dire. On peut voir quelques particularités du clavier, vous allez voir. Alors moi je vais commencer sur mes toutes premières observations qui sont vraiment très courtes. F1 à F10, F11 et F12 n'existaient pas. Non, voilà, ça servait à rien. Par contre, tu peux remarquer le design des touches qui sont vraiment différentes des autres touches. On voit bien que c'est des touches de fonction. Voilà. Ouais, exactement. Et ça, c'est un truc qu'on devrait faire sur les nouveaux claviers. C'est des touches qu'on n'utilise pas souvent, les touches en F. Ouais, mais comme elles sont pas souvent accédées, autant faire un design différent quoi. D'ailleurs pour les. Moi j'aime bien, c'est joli, ça s'intègre. Vous voyez, ça s'intègre super bien dans le design, c'est. Ouais, ils en ont profité pour faire ça. Comme si ça faisait pas partie du clavier, parce que le clavier pour
dans le design, si on regarde bien, en fait, il s'arrête là. Exactement. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de ça, oui, j'utilise pas les mêmes types de touches, on a l'impression qu'elles sont plus flottantes, non? C'est les, les mêmes membranes et c'est parce qu'elles sont moins utilisées, ouais, je pense. Elles sont un peu plus... voilà, et puis elles sont plus larges alors la bouche. Et dessous c'est les mêmes membranes. Voilà, ok, d'accord. Voilà. Mais donc, qu'est-ce que je voulais dire sinon à propos de ça? Oui, alors, les boutons flèches qui sont directement collés à insert et contrôle home, là, ici. Voilà, pareil, on a un bouton help aussi. Oui, et un bouton précédent. Ouais, un bouton précédent. Ça s'en sert en basique. Avec le Basic ST qui est livré sur une disquette quand vous achetez la machine. Alors nous avons une barre espace qui est très large. Mais elle est très bien quand vous jouez FPS. Non je rigole, il n'y a pas de... Si il y a des FPS mais bon je joue pas il joue avec ça. Ah oui, parce que oui, ça c'est un joystick, ouais. Ceux qui connaissent pas les PC, enfin les machines de l'époque, enfin PC, pas comme IBM PC, mais comme les ordinateurs personnels, on va dire. Voilà, exactement. Tout ce qui est Atari, Amiga, etc., tout ce qui était et les trucs précédents, genre par exemple les Commodore 64 et compagnie. Ouais. En gros, pour jouer, c'était des joysticks et ça faisait vraiment partie du design de la machine. Il y avait un port spécial pour ça, c'était pas un port universel. Il y a même deux ports spéciaux là-dessus sur celle-là. Voilà, etc. Et bon, il existait des joysticks de qualité variable, genre par exemple ça c'est un très bon joystick utilisant des micro-switch, mais il y en avait beaucoup de tout pourris. C'était des contacts, des trucs horribles. HN ça avait fait une vidéo dessus, ouais. Et d'ailleurs je crois que j'avais, ouais c'est ça, mon joystick que j'avais avec la machine à l'époque, il était tombé en panne, il y a un certain temps on l'avait balancé, et ça me manquait de pas avoir le joystick parce qu'il y a plein de jeux en fait qui sont pas utilisables. Bon, je jouais avec une manette de Mega Drive. Oui, parce qu'on peut utiliser. Et quand j'ai vu que HN ça avait fait dans son joystick Roundup, il avait fait une vidéo et il avait montré celui-là, le QG Quality Joystick. Ouais, c'est. Fabriqué en Chine, vous voyez, c'est même marqué en français derrière, c'est excellent. Quand j'ai vu un petit peu comment il était conçu, en fait, ce qui est important c'est les micro-switch, hein. Le reste, la coque, on s'en fout un petit peu. En gros, c'est fabriqué. Faut qu'il ait des ventouses, parce que. Voilà. Voilà, ça sert à ça, les ventouses. Bah oui. Là. Voilà, vous jouez à Street Fighter. C'est un peu comme des sticks d'arcade en fait. C'est ça, c'est un stick d'arcade à l'intérieur. Oui, voilà, c'est ça. Et voilà, en gros, si vous voulez acheter un bon joystick pour ces machines de cette époque-là, maintenant ça coûte plus trop cher. Prenez un modèle avec des vrais micro-switch. Parce qu'il y avait des modèles de joystick à l'époque. Alors, ça, c'est mes oncles et mon père qui me l'avaient raconté. C'est des trucs, vous les achetiez, au bout d'une semaine, ils étaient déjà complètement morts. Oui, parce que c'était des contacts à la con, voilà. En métal qui se tordaient. C'est ça. C'était horrible. Voilà. Et puis, en plus, à l'époque, faut savoir que ça coûtait un bras, mais les joysticks à contact, ils coûtaient aussi super cher. Hein. C'était pas de la techno pas cher, c'était vraiment des trucs hors de prix. Et donc du coup, les gens, ils allaient au moins cher, et puis finalement, ils les ont racheté 5 fois. En tout cas, l'astuce sympa qu'on peut utiliser quand on n'a pas de budget, etc., et qu'on a déjà par exemple une Mega Drive ou une Atari 2600. C'est la manette de Mega Drive ou l'Atari 2600. Alors, la manette d'Atari 2600, c'est des contacts, donc c'est pas génial. Mais elle résiste mieux quand même. Ouais, non, elle est quand même très bien faite. Ouais. Mais la manette de Mega Drive, elle est excellente, hein, vous pouvez y aller. En fait, le seul moyen de bousiller une manette de 2600, c'était vraiment les jeux qui demandaient de faire ça. Ouais, il y en a pas énormément, donc ça va. Voilà. Généralement. Si, toute la série de jeux porno là qu'ils avaient sorti à une époque. Il y a les Track and Field. De chez Mystic et les alors Track and Field, je sais pas s'il est sorti sur 2600. Non, mais il y a eu des jeux dans le même style. Ouais, mais parce que c'est sorti là-dessus Track and Field. J'ai pas amené la disquette. De joystick. J'ai pas amené la disquette parce que je tiens mon joystick. Oh oui, mais sur un micro. Et puis surtout, j'y jouais très peu à l'époque. Là, je vais vous montrer des jeux et des programmes que j'utilisais quand j'étais petit. Et quand j'étais vraiment petit, hein, je veux dire, moins de 10 ans. Et ensuite, donc, nous avons une souris à boule. Voilà, alors ça c'est la souris d'origine de la machine, mais moi j'avais une souris Logitech à l'époque. Et oui, et visiblement c'est compatible avec une souris série? Non. Non, c'est un truc spécifique. Ah d'accord, bah ils sont juste... D'ailleurs tu peux voir le pinout. Ah oui, tu peux voir le pinout dans la... Parce que ça ressemble beaucoup aux souris séries qu'on avait à une époque. Donc là t'as le port manette. Alors, et si vous... Ça se branche sur le port manette? Oui. Ah c'est pour ça, oui d'accord. Alors si vous voulez, voilà je vous le mets en gros, si vous voulez fabriquer une manette ou modifier un stick arcade, bah voilà comment il faut le câbler. Ouais, d'ailleurs la notice contient le câblage, ouais, voilà. C'est-à-dire c'est la notice d'origine de la machine qui est livrée avec. Hein. Voilà. Et comme ces machines étaient bien pour programmer ces trucs, etc. C'est ça, c'était des machines pour les gens qui commencent, qui voulaient de l'informatique simple et pour les gens qui voulaient de l'informatique assez avancée où on peut faire à peu près ce qu'on veut. Il y a des développeurs qui ont fait des trucs dans ce qu'on appelle la démo scène, des trucs assez extraordinaires avec un Atari ST, et notamment surpasser la résolution qu'il est capable normalement de faire. Oui, d'ailleurs ça a été utilisé pour certains jeux. Pour beaucoup de jeux. En fait, il faisait passer de 50 à 60 Hz à intervalles réguliers, ce qui permettait en fait d'avoir une résolution verticale du 50, je crois, et la résolution horizontale du 60, quelque chose comme ça, ou l'inverse.
Oui, en tout cas, ça permettait... Ah, pareil, oui, émulateur VT52, hein, voilà, on est dans l'époque. Ouais, voilà. Et donc, toute la notice nous explique comment fonctionne la machine. Comment fonctionne la machine entièrement. Voilà, le système d'exploitation, etc., etc. Voilà. Enfin bref, ça je vous l'avais montré dans la vidéo sur la Star LC10 couleur. Pareil, la notice, vous aviez à l'intérieur des pans entiers de programmes en basique pour pouvoir vous coder un pilote pour pouvoir faire marcher l'imprimante. Voilà, c'était assez hallucinant. Parce qu'à l'époque, au moins, ils mettaient vous voyez, port cartouche, le MIDI, voilà, ça c'est la souris, vous voyez. Donc elle est câblée comme ça. Voilà, ils expliquent exactement tout ce qui est sorti. Bon, là c'est sorti MIDI, je pense qu'on peut trouver ça facilement sur internet. Voilà, ça c'est super important. Mais voilà. Parce que là, il y en a plein qui ont perdu leur câble ou qui ont le câble qui est cassé. Et c'est une prise vraiment, voilà, il faut un câble spécifique. Donc si on peut le fabriquer soi-même. Et après la prise se trouve encore, hein, parce que c'est un standard. Oui, la prise, pas de problème. Voilà, mais voilà, le câble lui-même câblé comme il faut. Et donc ça permet de se câbler son propre câble. C'est ça, son propre câble vidéo. Exactement. Voilà, voilà. Pour imprimante, le modem. Hein. Bon, maintenant vous allez me dire, c'est pas dans la notice, mais on peut trouver ça sur internet. Mais c'était quand même génial d'avoir ça. À l'époque, faut toujours se rappeler. Je pense qu'on doit être les derniers à avoir connu ça. Mis à part nos parents et les générations d'avant, mais on doit être la dernière génération à avoir connu ça. Une époque où il n'y avait pas internet. Hein. Ah bah moi j'ai connu ça pendant un certain temps, vu que je venais en plus de la campagne. Le haut débit est arrivé après l'année 2000. Hein. Quand on avait internet, il fallait payer une fortune juste pour internet quelques heures. Coûtait super cher. Hein. C'est pas. Il n'y a pas qu'internet, il y avait le téléphone mobile, enfin tout coûtait plus cher à l'époque. Hein. Faut aussi se dire que c'était un truc de luxe. Comme quoi on vit une époque magnifique maintenant, avec on se connecte sur un réseau wifi, on branche un câble ethernet et ça marche quoi. Oui, franchement, ça a beaucoup évolué. Hein. Oui, t'as pas de connexion internet quelque part, mais tu l'as sur ton téléphone, tu le branches en USB à l'ordinateur. Exactement, t'as à peu près de la 3G partout en France. Voilà, c'est parfait. Si t'as pas de la 3G, t'as au moins de l'Edge quoi. Voilà, donc au moins maintenant on peut avoir ce genre de documentation facilement, mais autrefois on était vraiment dépendant de ce que donnait le constructeur. Vous aviez, voilà, et c'est pour ça d'ailleurs que les constructeurs faisaient d'excellentes notices. Bon, là c'est un exemple sur. Tiens, montre la notice du jeu Carrière Commande. Ça c'est un jeu, voilà, donc un jeu qui est quand même assez complexe, un jeu de stratégie, que moi j'adore. Alors vous avez une petite histoire. Vous avez une petite tâche. Ah ouais, franchement, ça c'est toute l'histoire au départ qui vous explique un petit peu. Alors c'est un jeu qui est un petit peu sur de la SF. Et après vous avez tout le jeu, et je vais vous montrer un petit peu un jeu que j'ai acheté très récemment. Je vais le critiquer même s'il est très bien. Voilà, j'ai acheté ça il y a pas longtemps. Ah oui, voilà, Zelda Breath of the Wild. Il est très bien. Voilà, bon, ils se foutent de notre gueule, hein, la notice. Voilà. Pas une notice. Alors, rassurez-vous, sur les jeux PS Vita, il y a carrément pas le papier. Hein. Non, mais le truc, c'est que la notice est numérisée dedans, mais bon, c'est. Moi j'aime bien avoir du papier. Bah oui, et puis comme ça permet de ne pas zapper du jeu à la notice sans arrêt. Exactement. Voilà, au moins, au fond, vous avez un joli artwork. Voilà. Et puis les notices, c'était toujours un moyen d'avoir aussi des artworks ou des trucs comme ça, parce que les notices assez récentes avant qu'ils arrêtent de les faire. Bon, c'est un peu plus récent, mais les notices de GTA Vice City. T'avais des super artworks à l'intérieur. Voilà, c'est justement. T'avais même une histoire. Alors je pense que c'est juste après qu'ils ont commencé à faire de la merde. Et t'avais le poster forcément qui était très classe. Voilà. Et oui, moi quand je vous dis que j'aime beaucoup le papier, voilà, par exemple, ça c'est pour mon IBM PC 350, c'est tout le service manual. Voilà, que je m'étais sorti en papier, donc là il y a 200 pages. Alors le truc c'est que à l'époque sur certaines machines, genre Commodore 64, ce genre de truc, t'avais carrément besoin de la notice pour démarrer le jeu. Oui, mais c'est le cas de ce jeu en fait. C'est le cas de ce jeu aussi. Je vous montrerai le système de protection qu'il y a. C'est super intelligent, moi j'aime beaucoup. Vous allez voir, c'est. Et ce jeu est en 3D pour vous. Il y a eu des jeux pour éviter la copie des jeux qui étaient avec des systèmes genre une roue dans. Ah oui, c'est ça, bah, montre. Voilà, ce genre de truc. Bon là, elle est complètement défoncée, la pauvre, on avait mis un lacet à l'époque. Mais vous voyez, Test Drive, en fait, il vous donnait un panneau, enfin 2 panneaux, une combinaison de panneaux, et il fallait trouver, fallait taper, donc par exemple si vous avez no parking et le petit cerf, il fallait taper 647, 357, 962, 538 il me semble. Voilà, et c'est plein de combinaisons. Alors là, celle-là, elle est simple parce qu'elle est facile à copier, mais il y avait des modèles où ils mettaient des papiers avec des couleurs qui t'empêchaient de faire une copie. Non mais ça a toujours été une galère. Ça, vous voyez, ça c'est intelligent comme système de protection. C'est pas comme les trucs qui te mettent maintenant avec les DRM et tout ça. Récemment, la meilleure copie anti-protection que j'ai vue, c'était sur Mirror Edge 1. En fait, le jeu se dégrade au fur et à mesure, si tu l'as craqué, le jeu se dégrade au fur et à mesure. Au début, tu peux courir, tu peux faire tout ce que tu veux. Je sais pas si t'as déjà joué à Mirror Edge. Et à la fin, t'arrives à la 3ème mission, là tu commences à courir, donc tu as l'impression que tu prends de l'élan, et puis à un moment tu ralentis et tu peux plus marcher.
Ah d'accord, c'est bien. Ça c'est intelligent au moins, c'est pas des trucs qui vont t'emmerder, enfin si ça va t'emmerder, mais c'est créatif en tout cas. c'est créatif. Voilà, c'est pas comme des DRM, Securom et toutes ces conneries. Mais en tout cas, qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça? Oui, il y avait plein de jeux avec des roues comme ça, ouais, des trucs roues, comme ça. des papiers spécifiques. J'ai peut-être un autre truc là. Et le problème avec ces trucs-là, c'est que c'est vachement difficile à copier parfois. Genre par exemple pour certains vieux jeux, etc. Quand on veut les prendre en abandonware, etc. Oui. Ouais, c'est très bien d'avoir les notices voilà, copiées. Voilà, il faut avoir exactement le contenu du truc. Et pareil au niveau de la copie protection à l'époque, les disquettes c'était super facile à copier. Et donc du coup il y en avait qui mettaient de la protection anti-copie en hardware, en software dans la disquette. Et d'autres qui mettaient la protection anti-copie mais qui mettaient aussi en place un copieur pour faire des copies de sécurité. Parce qu'il faut pas oublier que la disquette c'est quand même un truc qui est fragile. Hein. Oui, ça a tendance à s'effacer un peu vite. Voilà. Donc... Et d'ailleurs les programmes les plus populaires c'était ceux qui n'avaient pas du tout la protection anti-copie. Bah ça paraît logique. Donc on a vu le clavier. Alors sous le clavier vous allez voir le principal défaut de la machine. Vous avez le port manette plus souris et le port manette. Ce qui fait quand vous voulez brancher deux manettes, vous devez débrancher la souris et brancher la deuxième manette ici. Mais vous devez pour cela soulever le clavier. Alors, moi je me souviens quand j'étais petit, mais c'était absolument horrible à faire. Alors ça c'est pas la prise d'origine, elle est même meilleure que la prise d'origine celle-là. Elle gêne pas? C'est un câble série, non ça gêne pas justement, je l'avais coupé spécialement pour. Ouais, c'est pour ça que tu peux brancher ton joystick, voilà comme ça. Alors, on va mettre en place la machine comme ça. Juste pour débuter. Un petit peu à côté. Ouais, je pense que je suis à côté. Ah, mais c'est strictement ce problème-là qu'on a fait à l'époque. En fait, ces ports-là sont mal placés. Ils auraient dû mettre sur le côté. Oui, ou derrière. Beaucoup de machines les avaient sur le côté d'ailleurs. Oui. Bah, l'Amiga, par exemple. Oui, l'Amiga, l'Amstrad CPC. Oui. Alors, on va tourner la machine. Sur ce côté-là, on a pourquoi l'Atari ST a été très très connu et reconnu. Les prises MIDI. Il y a énormément de compositeurs, de chanteurs, d'artistes qui ont composé entièrement avec cette machine. Vous avez, par exemple, en français, vous avez un Jean-Michel Jarre. Voilà, mais il servait de ça pour composer. Alors l'Amiga était une bonne machine pour l'audio, mais elle avait pas du tout la connectivité. Elle avait pas de MIDI en fait. Elle avait un meilleur processeur audio à l'intérieur. Mais rien pour l'exploiter. Alors du coup, les gens se servaient avec les jeux. Voilà, exactement, avec les jeux ou les compos directement sur l'ordinateur, ce genre de trucs. Exactement. Mais on pouvait pas sortir vers un. Voilà. Tandis que là, on mettait un séquenceur genre Cubase. Et on sortait ça sur des claviers MIDI haut de gamme. Et en fait, c'est le clavier MIDI qui servait de carte son. Hein. Exactement. Et ça se faisait aussi sur PC. Hein, oui, sur PC, il y avait en effet une machine pour faire en sorte que tout soit. Il y avait des jeux comme ça, on pouvait les faire pianoter sur le clavier MIDI, c'était génial. Donc, à côté des entrées et sorties MIDI, enfin, entrée ici, sortie ici. Oui, tiens, d'ailleurs, je tiens à préciser un truc par rapport au MIDI. C'est que le MIDI, si vous savez pas ce que c'est une partition en gros qui est jouée par des faux instruments dans un sens. Exactement. Voilà. Et le truc, c'est que pourquoi on faisait ça? C'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas la place de stocker le son intégralement. Et on pouvait pas. Stocker du son PCM à l'époque c'était impossible. Ouais, ça prenait trop de place. Du coup, on stockait des informations de fréquences. Voilà. Plein de fréquences additionnées, ce qui donnait un rendu équivalent aux instruments. C'est là où on a eu tous les synthés, c'est apparu dans les années 80 par exemple. Tous les synthés, tout ça, fonctionnaient tous avec du MIDI. Et il y en avait certains, les derniers très haut de gamme, qui avaient du PCM encore. Mais. Et donc le truc qui était intéressant avec ça surtout, c'est que bon, sur les machines comme l'Atari ST ou l'Amiga, etc., le son était pareil pour toutes les machines. Oui. Mais sur le PC, c'était vraiment l'horreur parce que ça dépendait de la carte son. On avait le PC speaker en base, on avait le Disney Sound Source qui se branchait sur le port parallèle. Pour les gens qui avaient de l'argent, il y avait des Sound Blaster. Oui, il y a les Sound Blaster qui sont très connus. Il y avait les Adlib aussi. Voilà. Enfin, c'était un bordel les cartes son sur PC. Et les plus chers justement, c'était le truc de chez Yamaha. Les Roland et les Yamaha en externe qui étaient en fait des synthétiseurs. Voilà, c'est ça. En gros, c'était l'équivalent de ce truc où tu avais juste des sorties comme ça et tu pouvais synthétiser avec un clavier si tu voulais, par exemple. Exactement. Et ça faisait comme ça qu'en gros, on avait tous les jeux qui étaient joués par le clavier MIDI qu'on a chez soi, c'est-à-dire son synthétiseur. C'est ça, et le synthétiseur sortait de carte son et de haut-parleur. Voilà, c'est ça, il servait de haut-parleur s'il en a, mais s'il en a pas, voilà. De carte son. De carte son. Et c'était très drôle d'avoir en gros une carte son qui est gigantesque, c'est juste un clavier en fait, c'était magnifique. Ça se faisait beaucoup à l'époque, mais à l'époque le son c'était un sujet épineux sur les ordinateurs. Sur les PC surtout. Sur les PC c'était... Là-dessus ça tournait bien parce que bon... Avec la puissance qu'on avait, on pouvait faire du son sans trop de problème. Mais je vous ferai écouter des bandes son après. Et comme je le disais, ce qu'il y a de bien, c'est qu'au moins c'est le même son pour tout le monde. Alors que franchement, le PC entre PC speaker et une Adlib. Oui, c'était n'importe quoi. Mais les gens achetaient l'Adlib généralement parce qu'elle était pas trop chère. Sur le côté, vous avez un petit connecteur cartouche. Alors il sert au diagnostic,
mais vous pouvez aussi mettre des programmes sur cartouche, il y en a eu très peu. Il y a eu des dongles, je crois que Cubase a un dongle qui se branche ici, pour faire de la protection anti-copie, hein, parce que Cubase c'était à peu près le prix de Photoshop de nos jours, donc... Oui. Les logiciels coûtaient très cher à l'époque, ils coûtent toujours cher. Hein. D'ailleurs c'est une technique qui est toujours utilisée. Oui, et ça fait penser justement à ce qu'on parlait avant, c'est-à-dire le logiciel de montage à vide. Oui, voilà, c'est ça. En USB avec d'ailleurs avec un pilote dégueulasse à installer. Voilà, c'est en gros une protection matérielle pour un logiciel. Exactement. Donc voilà, donc ça c'était le port cartouche. Alors on va repasser à l'arrière, là où c'est le plus intéressant. Là on a tous nos connecteurs. Alors ici on a un connecteur modem. Alors c'est un câble série en fait, hein. C'est un truc... oui, d'ailleurs si vous ne connaissez pas, c'est un câble série, mais attention, celui-là avec toutes les broches. C'est le 25 quoi. Ouais. C'était très utilisé jusqu'au milieu des années 90. Oui, et on peut acheter des adaptateurs pour en faire un câble série normal. Bien sûr. Donc on pourrait brancher un modem série standard. Exactement, dessus. Et on peut même brancher une imprimante aussi, mais on peut même brancher deux Atari ST ensemble pour pouvoir faire du multijoueur. Via le port série. Ouais, en ce qu'on appelle un nul modem. Oui, voilà, en nul modem. C'est-à-dire avec un câble croisé. Exactement, oui, parce qu'on est obligé de croiser les données, sinon... Oui, parce qu'en fait, faut mettre la réception sur la transmission et vice versa, parce que sinon... c'est le principe du série, quoi. Voilà, et il existait des adaptateurs nul modem, c'est-à-dire on utilise un câble normal, on met l'adaptateur et c'est l'adaptateur qui inverse. Il existe même des câbles, je crois, avec des petits deep switch pour pouvoir sélectionner. Oui, oh là là, mais ces trucs-là, ils tenaient pas longtemps, généralement. Oui, parce que les deep switch, il finit par y avoir un peu d'oxydation, de crasse dedans. Exactement, et ça marchait plus. Ensuite on a un port imprimante, donc standard, un port Centronic. Ça vient de me rappeler des souvenirs horribles des transmissions par câble série où à chaque fois on est obligé de modifier la vitesse où ça va parce que le câble est un peu usé, alors il faut baisser la vitesse à mort. Enfin, je sais pas ce que je vois, quand le câble il commence à avoir une résistance tellement élevée, voilà, tu peux plus aller aussi vite. C'est horrible. Ah, c'est des trucs. J'ai galéré à mort pour faire la vidéo sur l'imprimante Apple que j'ai fait il y a longtemps. l'Image Writer 1. Image Writer 1. D'ailleurs, elle doit être compatible avec l'iBook là qu'on a derrière, avec un adaptateur. Du moment qu'il y a un port série. Donc on a le port Centronic, moi j'utilise ça avec une Star LCD Cooler. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle le port parallèle. Ouais, exactement, port parallèle, tout simple, tout standard. Par contre celui-là n'est compatible qu'avec les imprimantes, c'est pas comme sur un PC où on a les deux modes, alors je sais plus, c'est LQ, je sais plus quoi. Et, oh là là, il y a plein de modes. Ouais, il y a plein de modes qui sont disponibles. Il y a les modes ECP, mode EPP, il y a des... Là c'est compatible vraiment que imprimante. Voilà, c'est juste on a un port disque dur qui, il me semble, c'est l'équivalent du SCSI. Ça, a priori, c'est qu'on veut. C'est l'époque. Les disques durs, ils se trouvent, mais ils sont chers. Oui, et puis voilà, c'est vraiment. En fait, le matériel, plus il est vieux, plus il est cher. Oui, d'ailleurs, le problème avec les disques durs, c'est que ça a une durée de vie limitée. Donc, pour en trouver un qui marche. C'est pour ça que maintenant, les gens s'embêtent pas et ils utilisent le port qu'on a juste après. Le port disquette. Excellente transition. Le port disquette avec un adaptateur USB ou carte SD. Voilà. Ça c'est un truc classique de toute la scène Amiga et Atari. Ils avaient tous des lecteurs disquettes et des fois on avait même des lecteurs qui étaient multi-ordinateurs, donc Amiga et Atari ST. Voilà, donc des gens des constructeurs que moi j'appelle ça à la Suisse. Alors, tiens, je viens de penser à un truc. Ils se mettent pas dans la guerre. Vous vous demandez peut-être pourquoi il y a un port disquette alors qu'il y a un lecteur de disquette intégré. Bah, c'est pour copier. Hein. Tout simplement, disquette B pour copier. Ou tu avais des jeux aussi qui ont deux. Qui ont besoin de deux disquettes, et en fait c'était vachement plus rapide parce qu'en mettant une disquette d'un côté et une disquette de l'autre, t'as pas besoin d'inverser. Exactement, et c'est chargé les deux en même temps. Bah oui, parce que mine de rien, ce genre de machine a pas mal de RAM aussi. Ce genre de machine a pas mal de RAM d'ailleurs pour l'époque. Oui, pour l'époque c'est énorme. Alors celle-là, au départ elle avait 512, mais elle est passée à 1024. Oui, bah exactement comme l'Amiga, c'est le même principe. Tout le monde faisait la modif du 520 au 1040, 512K à 1024K. En gros, c'est changer d'ordinateur en soudant juste les puces de RAM. C'est ça, et en fait on faisait tous souder les puces de RAM, et généralement l'informaticien du village ou de la ville dans lequel on faisait, vous donnait un petit cadeau, une disquette avec des shareware, des trucs. J'en ai une, je crois que c'est cadeau 1040, faudrait que je vérifie dans mes disquettes là. D'ailleurs, avec plein de petits jeux dessus, et ils faisaient tous ça quoi. D'ailleurs, au niveau extension, il y a rien. Alors contrairement à l'Amiga. Voilà, l'Amiga, elle. Il a une puce pour une Delta Clock. Oui. Pour une Delta Clock par exemple. Et justement pour modifier la quantité de RAM, là il y avait une cartouche. C'est une barrette. Voilà. Alors là sur cette Atari ST, c'est des puces à souder. Situées dans un endroit qui est un petit peu sous la lime. Par contre dans le STE c'est des barrettes. À l'intérieur. Alors que sur l'Amiga en fait c'est le port d'extension qui est utilisé pour ça. C'est un gros port qu'on a en dessous là, un gros carré. Donc à côté on a un port écran, donc port RGB. Le port moniteur qui est un port qui permet de brancher en Péritel, pour chez nous c'est très bien. C'est excellent d'ailleurs, alors je vous explique pourquoi ils avaient... D'ailleurs le câble Péritel est fourni avec la machine. Je vous explique pourquoi. À l'époque quand vous achetiez la machine, déjà vous achetiez la machine, donc c'est-à-dire l'ordinateur complet, donc sous ce bloc, livré avec une souris, une disquette qui s'appelle langage ST, je vous sortirai ça tout à l'heure. Et c'est tout, vous avez rien d'autre. L'écran était en option et l'écran coûtait quasiment aussi cher que la machine. Donc en gros l'argument de vente de ces machines là c'est qu'elles étaient pas chères. Effectivement par rapport à un PC elles étaient pas chères.
Et pour justement faire jouer cet argument, en Europe, comme on avait le SCART, donc la Péritel. Ouais, la Péritel. Faut remercier d'ailleurs l'État français de l'avoir imposé. Oui, enfin même l'Europe entière après, plus tard. Ouais, mais c'est une invention française quand même. Ouais, bah ouais, c'est une très bonne. Merci Thomson. C'est pour ça que ça s'appelle la Péritel, avec un accent. Exactement. Ouais. Et les Américains appellent ça SCART. Oui, SCART. Ouais, syndicat des constructeurs. je sais plus, là, audiovisuel, un truc comme ça. Ouais, enfin en tout cas, où il l'appelle RVB. Ouais, ou RVB SCART des fois. Voilà. Mais en fait, l'argument de vente c'était, t'as un ordinateur. T'as le câble Péritel, tu le branches sur ta télé. Voilà. Et sinon, t'achètes l'écran. Alors, moi, mon père avait acheté l'écran et l'écran il coûtait le prix de la machine. Exactement. Par contre, c'était un super écran. Ouais, mais le truc, c'est qu'en Amérique, etc., eux, ils étaient obligés d'acheter l'écran s'ils voulaient quelque chose de correct. Ouais, parce qu'en Amérique, t'avais quoi? T'avais le S-Vidéo, mais c'était pour les riches. Ouais. Le composite, c'était pour les gens de la classe moyenne, mais tout le monde n'avait pas ça. Oui, sinon, c'était du RF. Voilà, c'était de la merde. Mais vraiment de la grosse aux États-Unis, ils avaient vraiment au niveau des formats vidéo, c'est. Même le NTSC, c'était de la merde au niveau de la résolution que tu pouvais transmettre. C'était pas de la bonne cam. Oui, et d'ailleurs, il y avait aussi un autre problème avec le NTSC, c'est que les signaux avaient tendance à se contaminer les uns les autres. Alors, les couleurs étaient vraiment cheloues. Bon, par contre, tu me diras, chez nous, on avait bien le SECAM. Oui, exactement, ouais, ça c'était magique. Nous aussi. Alors, le SECAM, pour ceux qui ne savent pas, c'est une norme vidéo qui était utilisée en gros par la France et par la Russie. Et c'était très pourri, ça faisait des lignes partout sur les côtés. Et Canal Plus balançait en SECAM, si je me souviens bien, à l'époque. C'était magnifique. Enfin bref, pour revenir là-dessus, le truc, ce que ça veut dire, c'est que nous, on avait de la chance, car nos télés étaient quasiment des moniteurs. Ben, elles étaient toutes des moniteurs, parce que c'était la loi qui imposait en fait voilà, la reprise Péritel. Et sur les télés récentes, vous l'avez encore. Jusqu'en 2015. Enfin bref, donc pour dire ça, c'est que bon bah voilà, on avait une bonne machine, on avait une machine qui en plus a eu cette adaptation au marché de chez nous pour voilà. Malgré que Atari soit une compagnie américaine. Voilà. Et ils ont bien fait l'adaptation, contrairement à par exemple la NES qui elle a une adaptation horrible qui prend le composite et le transforme en RVB, ce qui est n'importe quoi. C'est absolument honteux. J'aimerais bien justement moi, ma NES la faire sortir directement en composite. Ouais, non RVB. Ah oui. Prendre le RVB à la source. CPU, ouais. C'est plus difficile. J'ai fait ça sur une N64. Alors j'ai trouvé le bon modèle. Et après la N64 j'ai pris la carte mère, je l'ai collée dans ma N64 édition Pikachu parce que c'est celle que je veux garder dans elle a beaucoup de place dedans à l'intérieur. Ah oui, c'est beaucoup de vide. C'est celle que je veux garder dans mon meuble télé. Voilà, bon. Sinon, donc derrière là on a le bouton power. Alors c'est un vrai bouton power qui coupe le secteur. Voilà. Pas comme la limite intégrée. La limite intégrée, ouais, je crois qu'elle fait 120 watts. Voilà. Contrairement à l'Amiga qui a une alim externe et prise totalement standard. Oui, une prise IEC et ici un petit bouton reset. Alors il y a le le hot reset et le cold reset. Alors il y a ça dépend combien de temps on appuie sur le bouton. Certains jeux quand on reste bloqué dedans, voilà, c'est comme ça qu'on sort. C'est du reset, ouais, exactement. Voilà. Les programmes qui plantent, alors je sais pas si j'arriverai à vous faire planter un programme, on essaiera peut-être volontairement de bidouiller pour que ça plante. Vous verrez l'écran quand ça plante, c'est très très drôle. Ah oui, c'est la Goro Méditation, non c'est pas dans celui-là? Non, ça c'est dans l'Amiga. C'est dans l'Amiga. Non, là il y a un truc, il y a un petit symbole qui est encore plus sympa. Ah, je le connais pas alors celui-là. Alors, sur le côté, on a un lecteur disquette tout à fait standard. Alors au départ c'est un 720K. Quand vous passez sur une machine, vous faites l'upgrade, donc 520 vers 1040, vous passez sur un double densité, donc 1,4, enfin 1,44. Alors ici c'est pas le lecteur d'origine, c'est un lecteur Sony qui est modifié pour pouvoir marcher avec la machine. C'est juste un jumper à changer à l'intérieur. Oui, il y a pratiquement rien. Et vous voyez d'ailleurs que j'ai découpé légèrement la coque, mais ça tout le monde le faisait à l'époque parce que les lecteurs chez Atari ils valaient une blinde, ils tombaient souvent en panne. Et donc du coup les gens prenaient des lecteurs de PC qui coûtaient pas trop cher, ils les faisaient modifier à l'interne et après ils redécoupaient la coque pour pouvoir faire passer le petit bouton. On ne cache pas malheureusement la diode de fonctionnement mais elle existe, elle fonctionne derrière. On peut toujours s'amuser à faire ce qu'on veut pour la faire fonctionner. Et maintenant les gens, j'ai vu là sur un forum récemment, ils s'emmerdent même plus, ils mettent même plus le lecteur, ils découpent un grand carré comme sur un PC et ils collent les émulateurs de lecteur en USB et en carte SD. Donc là on a reposé la machine, je vais juste la rebrancher, alors c'est tout bête hein. On met juste la lime. On met juste le câble vidéo et on appuie derrière pour démarrer. Alors quand vous mettez pas de disquette dans cette machine, on met 40 secondes à démarrer avant d'afficher ce qu'on appelle le TOS, donc le système d'exploitation.